Hey Google, YouTube c'est nul! Mais Oui, je sais que pour certains d'entre vous, ça va paraître un peu hypocrite de parler d'alternative à YouTube, sachant que je publie mes vidéos sur YouTube depuis plusieurs années. Mais vous inquiétez pas, j'ai réponse à tout. Commençons par une petite introduction au sujet. Rappelez-vous de la fin des années 2000, si vous étiez assez grand pour vous en souvenir. À cette époque-là, si vous vouliez partager une vidéo sur Internet, il y avait plusieurs solutions. La première était de passer par Dailymotion, qui était LE site de partage de vidéos pour les Français à ce moment-là, et où on trouvait les motion makers les plus en vogue, tels que Monsieur Dream, Level Crew, Rémi Gaillard ou encore French Nerd. Ça nous rajeunit pas, hein. La deuxième solution était d'aller sur Watt, qui était moins connu, mais pouvait lui aussi offrir une certaine visibilité, et sur lequel on pouvait notamment retrouver les web-séries Noob et Flanders Company, du moins si on avait la patience d'attendre jusqu'à la fin des 2 minutes de publicité impassable. Depuis, Watt a été racheté par TF1, puis a complètement fermé, et la dernière trace qu'on en retrouve est le lecteur vidéo de TF1 VOD, ainsi que ce sketch. Elle est pas mal ta vidéo. Non, c'est la pub. Ah. Et enfin, la troisième solution, qui commençait à ce moment-là à devenir de plus en plus crédible, c'était d'aller chez le concurrent américain, YouTube, dont le lecteur vidéo était vachement moins bien, mais qui commençait à devenir de plus en plus gros. Ensuite, les années 2010 sont arrivées, et YouTube, aidé des moyens colossaux de son propriétaire Google, a modernisé son interface, proposé un lecteur de bien meilleure qualité, et surtout a mis en place un système de monétisation qui a permis aux vidéastes de gagner de l'argent grâce à leurs vidéos. Entre 2010 et 2013 à peu près, tous les vidéastes français ont rapidement déserté Watt et Dailymotion pour aller croquer le gâteau YouTube, permettant à Google d'obtenir une position de monopole quasi totale sur le partage de vidéos en ligne. Et vous savez ce qui est cool quand on n'a plus d'ennemis ? C'est qu'on n'a plus besoin de plaire. À partir de 2013, grosso modo, YouTube n'ayant plus aucun adversaire, Google a commencé à apporter une série de modifications qui avantageaient plus sa société que les utilisateurs. Déjà, ils ont commencé par tuer la fonction réseau social de YouTube en déplaçant toutes les interactions, hormis les commentaires, sur Google+, dans une tentative désespérée mais infructueuse de rattraper Facebook. Ensuite, pour plaire aux sociétés qui souhaitaient afficher des publicités sur YouTube et éviter à tout prix de les froisser, ils se sont montrés petit à petit de plus en plus répressifs, d'une part sur l'utilisation de musique ou d'images non libres de droit, même si c'était dans un cadre légal, et plus récemment sur tout sujet un peu trop sensible ou pouvant porter atteinte à la sensibilité d'un public, comme par exemple les vidéos de vulgarisation sur les menstruations. Bah oui, les règles, ça peut porter atteinte à la sensibilité des gens du Moyen-Âge. Et puis, il y a le modèle économique de YouTube. Comme vous le savez, YouTube appartient aujourd'hui à Google, dont le modèle économique repose sur la publicité ciblée. Pour gagner de l'argent, Google collecte un maximum de données sur l'utilisateur pendant tout le temps qu'il passe sur Internet. Nom, prénom, âge, site visité, contenu regardé, Google fait en sorte de savoir un maximum de choses sur vous afin de vous proposer ensuite des publicités qui cibleront au mieux vos attentes. C'est statistiquement prouvé, plus on a des publicités qui ciblent nos goûts, plus on a des chances de cliquer dessus, ce qui permet à YouTube de se faire de l'argent. Alors aujourd'hui, en Europe, il existe une réglementation, le RGPD, qui oblige Google à demander le consentement de l'utilisateur avant de récupérer des informations sur lui. Mais en dehors du fait que ce consentement n'est pas demandé partout, par exemple j'en ai jamais vu la trace sur l'application Android de YouTube, Google fait de son mieux pour que ce soit beaucoup plus facile de donner son consentement que de ne pas le donner. Je ne dois pas t'influencer, tu dois faire ton choix. Je prends la pilule bleue. Vraiment, je ne veux pas t'influencer. Je prends la pilule bleue. C'est ton choix et il ne doit être guidé. Et même s'ils ont été obligés de beaucoup simplifier le processus, n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous arrivez sur YouTube et que vous tombez sur ce gros panneau, vous êtes obligé d'effectuer 5 clics pour refuser de donner vos données, contre un seul si vous acceptez de le faire, une manière comme une autre d'extorquer le consentement des utilisateurs pour continuer à faire tourner la machine. Y a pas de petit profit. Mais bref, tout ça n'a pas encore répondu à votre question. Si je trouve que YouTube c'est si nul que ça, pourquoi est-ce que je continue à publier des vidéos dessus ? Eh ben déjà parce que je trouve que c'est pas si pourri que ça. J'admets que YouTube a eu un impact très positif sur la création sur Internet, en offrant une plateforme fonctionnelle et beaucoup de visibilité à des millions de vidéastes amateurs pour faire connaître leurs travaux.
Ensuite, il y a certains éléments de leur politique que je peux comprendre dans une certaine mesure. Gérer une infrastructure aussi colossale que celle de YouTube coûte tellement cher que Google a peiné pendant des années à le rendre rentable. Et leur politique de plus en plus restrictive sur certains contenus est due à la crise des annonceurs qui, il y a quelques années, s'étaient barrés en masse pour éviter d'être associés à certains contenus pas incroyables. Ce qui m'a toujours fait marrer dans la mesure où ces annonceurs ont aucun problème à être mis à côté de contenus tout autant, voire bien plus problématiques à la télévision américaine. Et bien sûr, je vais pas faire genre, je reste sur YouTube par nécessité, parce que c'est principalement là que sont les gens à qui j'ai envie de proposer mon point de vue. Bref, ce qui me pose problème avec YouTube, c'est d'une part la manière complètement stupide dont ils mènent cette politique, en se montrant puritain au point où le moindre mot de travers sur un sujet sensible fait sonner toutes leurs alarmes, et d'autre part le modèle économique de Google, qui est de mon point de vue extrêmement problématique et n'a pas l'air d'être prêt à évoluer. D'autant que Google a été impliqué, même si indirectement, dans des scandales notamment par rapport au travail forcé des Ouïghours. Mais ça n'empêche pas que c'est aujourd'hui le meilleur, voire même le seul, de donner une bonne visibilité à du contenu audiovisuel. Et ça n'empêche pas non plus que s'il existe des alternatives humainement plus éthiques et qui proposent le même service, je suis preneur. Alors avant toute chose, on va évacuer les alternatives anciennes, telles que Vimeo, qui existe depuis longtemps mais a dû devenir un service payant pour survivre, ou bien sûr Dailymotion, qui est souvent brandi comme solution made in France. On va tous retourner sur Dailymotion comme au bon vieux temps pour s'échapper de la tyrannie youtubienne, oubliant un peu vite qu'aujourd'hui le site appartient au groupe Bolloré. Je disais que ça appartient au groupe Bolloré. Enfin, voilà quoi. Notez d'ailleurs que l'idée de créer une alternative indépendante et plus humaine de YouTube ne date pas d'hier. On la retrouvait dès 2013 chez Dreamvids, qui avait été créé juste après les premières polémiques autour de la politique de YouTube, mais n'a pas pu faire long feu, faute de moyens pour se développer et sans doute aussi d'une vraie vision, car au final, Dreamvids reprenait peu ou prou le même principe que YouTube et risquait donc de se retrouver confronté au même problème. Parce que oui, comment réussir à proposer une alternative crédible à YouTube en n'ayant pas les moyens de Google ? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le problème avec YouTube, c'est que maintenir une telle infrastructure avec une quantité colossale de données qui transitent et sont stockées dans des serveurs, ça coûte extrêmement cher, au point que malgré sa position hégémonique sur le marché du partage de vidéos, malgré le fait que les youtubeurs les plus connus soient capables de générer des gros revenus avec leur travail, Google a mis des années à faire de YouTube une machine qui rapporte. Alors, si ça nécessite autant de moyens, comment quiconque pourrait être capable de les concurrencer ? Eh bien aujourd'hui, il existe deux solutions. Alors avant ça, on va déjà passer rapidement sur les alternatives sans alternative. Comment regarder des vidéos sur YouTube sans envoyer de données à Google, ou en tout cas le moins possible. Le moyen le plus simple, c'est encore d'activer l'option pour bloquer les cookies dans votre navigateur, au moins les cookies tiers qui permettent à Google de continuer à vous suivre quand vous en sortez, voire d'ajouter un bloqueur de publicité. Et si vous vous sentez coupable pour vos vidéastes préférés, n'oubliez pas que de toute façon, le but, c'est que vous cliquez sur la pub. Donc si vous n'avez pas envie de cliquer, ça change rien. Vous pouvez toujours leur faire des dons ou ne pas râler sur leur placement produit qui constitue la plus grande partie des revenus de la plupart d'entre eux. Et l'autre moyen, c'est de passer par des applications telles que FreeTube sur PC ou NewPipe sur téléphone que vous pouvez trouver sur l'App Store alternatif F-Droid. Et d'ailleurs, sur téléphone, il existe aussi l'option toute simple d'ajouter le site YouTube à l'écran d'accueil, ce qui encapsulera votre site web dans une application, et si vous utilisez un navigateur comme Brave ou Bromite, vous aurez même le bloqueur de pub intégré. Bref, j'avais dit quoi au début ? Faisons une petite introduction au sujet. Oubliez petite. On peut y aller. Il y a un point sur lequel s'accordent les deux grands types d'alternatives libres à YouTube. C'est la décentralisation des données. Pour compenser le fait qu'on n'a pas les moyens de stocker autant de données que YouTube, il faut faire en sorte que l'entité qui crée et gère le site internet, donc celle qui fournit la technologie pour partager les vidéos, n'assume pas toute seule la charge de données qui va avec, c'est-à-dire l'hébergement de la vidéo sur un serveur et son partage à des millions de personnes à travers le monde. Et ces deux types d'alternatives proposent deux solutions bien distinctes pour y arriver. On va commencer tout de suite avec la première alternative, la blockchain. Laissez-moi vous introduire au monde merveilleux des crypto-monnaies! Dans des dimensions parallèles, j'ai trouvé le passage. Donc, les crypto-monnaies, c'est un système de monnaie virtuelle qui repose sur le principe décentralisé de la blockchain qui consiste à... Enfin, en gros, tu crées un genre de...
Enfin, je veux dire qu'il faut faire un truc qui... Bon, je vais être honnête 2 minutes. J'ai beau avoir essayé d'y consacrer du temps, j'ai toujours rien compris à comment ça marchait, et je suis sûr que la plupart d'entre vous n'avaient rien compris à comment ça marchait. Donc on va s'accorder pour passer à la suite maintenant. Alors bon, le principe de la blockchain, que vous pouvez essayer de comprendre via sa fiche Wikipédia, peut également s'appliquer à du partage de vidéos. L'intérêt est double. Premièrement, car il permet justement de créer des sites de partage de vidéos décentralisés, et donc de rendre moins coûteuse la gestion de leur infrastructure par le créateur du site, et deuxièmement, parce que les vues générées par les vidéos vont miner des crypto-monnaies, et donc, par le biais de ces crypto-monnaies, rapporter de l'argent aux vidéastes. On a donc à la fois une alternative à YouTube et une alternative à la monétisation par la publicité. On peut retenir aujourd'hui 2 principaux sites qui utilisent ce système. Le premier est DTube, contraction de Decentralized Tube, qui est d'ailleurs l'alternative qu'Ubuntu Web Remix, le pendant libre de Chrome OS, propose pour remplacer YouTube dans sa suite internet. DTube profite d'une interface minimaliste et d'une crypto-monnaie appelée le DTC, littéralement le le DTube Coin, excusez-moi, et vous aurez remarqué que le nombre de vues sur ce site ne s'affiche nulle part, remplacé par d'autres indicateurs comme les likes, les éclairs, je sais pas ce que c'est, et surtout le nombre de DTC que cette vidéo a généré. Rien de spécial à dire sur DTube en soi, maintenant ce que je trouve un peu bête, c'est que le site ne dispose d'aucun moyen de régler la langue pour trouver des vidéos en français. Mais j'ai aussi l'impression que la communauté française du site est assez inexistante. En revanche, il propose une innovation intéressante, à savoir que c'est une plateforme officiellement autogouvernée, dont les gestionnaires sont élus et sont chargés de gérer l'infrastructure. Bon, je vous l'avoue, DTube, pour nous francophones, c'est un peu confidentiel, et ce en partie parce qu'il existe une autre plateforme utilisant le même principe et qui a complètement raflé la mise, et pas forcément pour le mieux. Cette plateforme, c'est Odysee. Odysee, créé à l'origine sous le nom de Library par un certain Jeremy Kauffman, est un site de partage de vidéos alternatif à YouTube qui se fonde lui aussi sur le principe de la blockchain pour proposer un système décentralisé et rémunérer les vidéastes par une crypto-monnaie, le LBC ou Library Credits. Ouais, celui-là il est moins rigolo. Et son système rend concrètement impossible de bloquer complètement une vidéo. Au mieux, on peut seulement la déréférencer. De plus, Odysee est beaucoup plus souple que YouTube concernant les règles à respecter pour mettre en ligne des vidéos sur le site. En gros, ils interdisent uniquement de poster du contenu illégal ou pornographique. Et vous savez c'est quoi le problème du laxisme? C'est que les humains adorent en profiter pour faire n'importe quoi. Déjà, il faut comprendre quelle est la logique derrière la création d'Odysee. Son créateur, Jeremy Kauffman, n'est autre qu'un militant actif du mouvement libertarien. S'il est presque totalement inconnu en France, le libertarianisme est très actif aux États-Unis, au point que son représentant national aux élections américaines est déjà parvenu, lors des derniers scrutins, à réunir plus d'1 million de voix, ce qui, dans un pays dominé largement par le bipartisme entre républicains et démocrates, est déjà pas mal. Le mouvement libertarien est une tendance qui place la liberté comme valeur première de l'être humain, et qui considère donc qu'une liberté totale doit être laissée, notamment dans l'économie. On peut le voir comme une forme de libéralisme économique où tous les compteurs sont poussés au maximum, où la liberté d'entreprendre est totale et où l'État n'intervient jamais dans l'économie et se limite à son rôle régalien quand il n'est pas aboli purement et simplement. Parmi les libertariens célèbres, on peut trouver Jeff Bezos, le créateur d'Amazon. Surprenant ça, le PDG d'Amazon soutient un mouvement qui voudrait que l'État arrête d'intervenir dans les affaires des entreprises. Wow. Mais aussi Eric Raymond, l'homme à l'origine du mouvement open source. Mais bref, si vous avez bien entendu, la valeur cardinale du libertarianisme, c'est la liberté. Laisser les gens faire ce qu'ils veulent, et notamment les laisser exprimer ce qu'ils veulent. Ce qui fait que si, aux États-Unis, le site est surtout beaucoup utilisé par des vidéastes défenseurs de l'open source et du logiciel libre, qui y mettent leurs vidéos et y ont des communautés, en France, Odysee est surtout connu pour avoir accueilli toute la crème du complotisme national, allant du mouvement QAnon local à la chaîne Égalité et Réconciliation, en passant bien sûr par la bonne vieille désinformation sur la pandémie, la guerre en Ukraine, vous connaissez les discours. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, en France, Odysee n'est pratiquement plus vu que comme le YouTube des complotistes. Et donc, son idée primaire de YouTube alternatif et plus libre, elle passe un peu à la trappe. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein.
c'est Numérama. Alors, vous allez me dire, non seulement que faire ça, c'est pas très moral, mais c'est pas illégal pour autant, mais aussi que ce type de contenu se retrouve aussi sur YouTube, bien que dans une moindre mesure, et enfin qu'on peut difficilement les empêcher de s'exprimer, parce que si on le fait, on porte effectivement atteinte à la liberté d'expression, au risque de permettre de censurer des trucs qui ne relèvent pas du conspirationnisme. Et dans l'absolu, je suis d'accord, hein, mais il y a une nuance entre ne pas empêcher ces gens de poster leur contenu, et leur donner une tribune. Parce que, comme vous le voyez, la page d'accueil d'Odyssey est organisée en catégories de vidéos, et parmi ces catégories, auparavant, on pouvait en trouver une appelée le terrier du lapin, ce qui est une jolie manière de dire théorie conspirationniste. Depuis, cette catégorie a été supprimée, sans trop d'explications a priori, mais je suppose que je peux deviner pourquoi. Malgré tout, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours retrouver tout le contenu conspirationniste dans la catégorie info, évidemment. Elle s'accorde avec la pensée libertarienne, cette idée que tout le monde devrait avoir le droit d'exprimer n'importe quelle opinion, même la pire, au nom de la liberté. Mais ça exprime aussi une chose, la différence très subtile mais bien réelle entre open source et logiciel libre. Parce que même si en France, open source et logiciel libre sonnent comme des synonymes, aux États-Unis, il y a une vraie grosse différence entre ces deux mouvements qui sont bien distincts. Les deux sont apparus au même moment, dans les années 80-90, et la finalité, celle de logiciels dont le code est entièrement ouvert, est exactement la même. En revanche, les motivations et les philosophies, elles, sont opposées. D'un côté, le logiciel libre a été théorisé par Richard Stallman, avec des idéaux d'éthique informatique et d'égalité assez ancrés à gauche. D'ailleurs, fun fact, il a soutenu Mélenchon en 2017. De l'autre, l'open source est issu d'Eric Raymond, qui, si vous avez suivi, est un libertarien, et considère que tout ça, c'est bien beau, mais c'est surtout du blabla moralisateur. Et de fait, l'open source, c'est plus pragmatique, et ça insiste surtout sur les avantages techniques et économiques de ces logiciels, notamment pour y intéresser les entreprises. Et pour moi, Odyssey, c'est exactement ça. Avec ce site, ils ont surtout proposé une solution technique à un problème technique, celui de la centralisation des données sur YouTube et de l'absence d'alternative à la publicité ciblée pour générer des revenus. Face à ça, ils proposent la blockchain pour décentraliser les données et les crypto-monnaies pour rémunérer les vidéastes. Et il y a un peu une idée de « voici la technologie, faites-en ce que vous voulez, ça nous concerne pas ». Mais du coup, Odyssey ne résout finalement qu'une partie du problème, et ça reste une gouvernance centralisée. Les gestionnaires d'Odyssey définissent quel contenu ils veulent voir sur la plateforme, ils définissent la politique de cette dernière, et si on n'est pas d'accord, on peut pas faire grand chose. Et c'est pour cette raison que le second type d'alternative m'intéresse le plus, d'autant plus que c'est une technologie française. Peertube. Peertube n'est pas à proprement parler un site internet, mais un réseau de sites fédérés. Il appartient à ce que l'on appelle le fait divers, contraction de fédération et d'univers, littéralement univers fédéré. Le principe de Peertube est simplement de fournir une technologie pour créer un site d'hébergement de vidéos, la technologie étant créée et maintenue par l'association française Framasoft. Et n'importe quelle entité, que ce soit une entreprise, une association, une personne seule ou que sais-je encore, peut décider d'utiliser cette technologie pour créer son propre site de partage de vidéos que l'on appelle une instance de Peertube. Mais là où le principe du fait divers est génial, c'est que si vous vous inscrivez sur l'une de ces instances, vous pouvez automatiquement interagir avec le contenu des autres instances. En gros, imaginons qu'il existe 4 sites internet utilisant la technologie de Peertube, les sites A, B, C et D. Si vous vous inscrivez sur le site A, vous pouvez regarder des vidéos, poster des commentaires et vous abonner aux chaînes des sites B, C et D sans avoir à bouger du site A. Ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais en réalité, c'est assez simple. Vous créez un compte sur un site Peertube, vous avez accès à toutes les vidéos du réseau Peertube. La solution est parfaite quand on y pense, parce qu'elle règle tous les problèmes. D'un côté, celui des infrastructures. Ce n'est plus Framasoft, le créateur de Peertube, qui doit s'occuper de la gérer, mais une constellation d'acteurs différents, publics ou privés. Et même chose pour la gestion. Chaque instance est totalement libre d'appliquer ses propres règles, de choisir le contenu qu'elle veut voir sur son site Peertube, et donc de connecter son instance aux instances qu'elle veut. Mettons qu'il existe une instance spéciale contenu conspirationniste,
existe, pas de problème, si les autres instances n'en veulent pas, il suffit de s'en déconnecter. Et profitant de ce principe, il existe aujourd'hui sur Peertube des instances thématiques, comme Skepticon, qui est peuplé de vidéastes de vulgarisation philosophique, sociologique et politique, ou encore Paire de jeux, spécialisé dans les jeux vidéo, mais aussi des instances globales qui ne font pas de différence de contenu, comme par exemple Peertube.stream, qui met davantage en avant les lives. Donc clairement, sur le papier, j'ai fait mon choix. Peertube et un réseau de partage de vidéos décentralisé me paraissent être la meilleure solution. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette solution est en mesure d'offrir une alternative à YouTube pour tout un chacun ? À vrai dire, on en est encore un peu loin. En fait, à l'heure actuelle, Peertube possède encore plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui de la logique du réseau d'instances. Le danger, c'est que comme tout le monde peut créer une instance, cette instance peut tout à fait fermer du jour au lendemain sans prévenir personne, en portant toutes ses vidéos avec elle. Et je peux témoigner que ça m'est déjà arrivé. Face à ça, il peut exister des solutions. La première, c'est de faciliter au maximum le transfert de données d'une instance à l'autre. Aujourd'hui, il est possible de transférer ses vidéos sur une autre chaîne, mais on ne peut pas transférer ses abonnés, ce qui revient à supprimer sa chaîne et à en créer une nouvelle. Donc on pourrait imaginer la mise en place d'un système où, lorsqu'on décide de transférer ces données sur une autre instance, tous nos abonnés reçoivent une notification nous proposant de nous abonner sur la nouvelle instance. Et la seconde solution, c'est d'avoir une instance backup. En gros, que quand on publie une vidéo sur une instance, elle soit automatiquement stockée sur une seconde instance, et que l'on puisse donc y retrouver son contenu si la première instance vient à fermer. Bon, malgré tout, ça reste relativement rare et il existe un grand nombre d'instances solides et fiables sur lesquelles vous pouvez poster vos vidéos. Mais là aussi, Peertube doit s'améliorer, parce que le site officiel de Framasoft n'est pas très clair sur les critères de sélection des instances. De mon point de vue, il faudrait proposer un système simplifié qui met en avant à la fois les thématiques des instances et leur fiabilité, illustrés par des critères comme leur nombre d'utilisateurs et leur ancienneté. Et le deuxième problème, lui, est plus concret et se situe au niveau du contenu. Étant moi-même un utilisateur très actif de Peertube, j'ai fait en sorte de m'abonner à un grand nombre de chaînes dont le contenu m'intéressait, histoire d'avoir un flux d'abonnements vraiment actif. Et autant j'y suis parvenu sans aucun souci, autant il est très vite apparu que 90% des vidéos qui sortent dans mes abonnements Peertube sont des vidéos de politique. Et ça illustre pour moi qu'aujourd'hui encore, Peertube a du mal à sortir de son cercle militant, même s'il est déjà capable de proposer des contenus diversifiés. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, ça va. Vous avez Gamecult pour les jeux récents, Retrovision pour les jeux rétro, mais aussi toutes les chaînes Peertube de paires de jeux qui proposent une grande variété de let's play. Si ce qui vous branche c'est la vulgarisation, l'instance Skepticon propose notamment les travaux du collectif Hacking Social ou encore ceux de Monsieur Phi. Si vous aimez la politique, pas de problème, vous pouvez retrouver le contenu de Julien Malara, Jean Massier ou encore Usul, mais également les vidéos des journaux Blast et Le Monde, même si je vous l'avoue, vous risquez de vite vous retrouver à gauche vu que globalement les vidéastes politiques de droite sont sur Odyssey. Et si vous aimez la technologie alternative, vous pouvez retrouver la chaîne de votre serviteur sur peertube.stream, mais aussi des contenus en anglais comme ceux du sympathique Geotechland, même si, là encore, globalement, les anglophones sont restés du côté libertarien de la force. Et c'est à peu près tout, pas vraiment de lifestyle ou de vlog, ni beaucoup de fiction, ni vraiment de contenu humoristique non plus, et pour moi il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Peertube et ses instances doivent essayer de faire venir les contenus encore peu présents. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de youtubeurs qui ont accepté que la communauté Peertube crée des miroirs de leur chaîne YouTube sur des instances Peertube. Donc on n'a aucune raison de pas aller proposer à des youtubeurs lifestyle, humoristiques ou de fiction de faire de même. Enfin, il y a le souci de la monétisation. Alors, cela dit, je suis un peu sceptique vis-à-vis de la proposition de DTube et d'Odyssey. La valeur de la crypto-monnaie étant réputée pour varier autant que des montagnes russes, je vois mal un business model rentable être basé là-dessus. Et quand bien même les grandes coupures de courant qui ont été provoquées au Kazakhstan à cause de l'énergie qui était pompée par le minage du Bitcoin me font me poser de sacrées questions sur le coût environnemental de la chose. Peertube, de son côté, ne propose à l'heure actuelle aucune solution de monétisation, mais maintenant, est-ce qu'il en a vraiment besoin aujourd'hui finalement? Parce que le modèle économique basé sur les publicités affichées par YouTube en début de vidéo a pris du plomb dans l'aile ces dernières années. Du fait de la fuite relative des annonceurs et de la politique très restrictive de Google en termes de démonétisation, la plupart des vidéastes se sont tournés vers d'autres solutions. Premièrement, le sponsoring de vidéos, qui consiste à afficher une longue pub pour une entreprise en début de vidéo contre une somme importante, méthode qui a été impulsée notamment par de grosses entreprises ayant flairé le filon telles que NordVPN, et deuxièmement, le mécénat, qui consiste à proposer
proposer aux abonnés de soutenir financièrement leurs vidéastes favoris en passant par des plateformes comme Tipeee et qui constituent notamment une grande partie des revenus de chaînes comme le cinéma de Durandal. Aujourd'hui, des deux solutions, c'est clairement celle du mécénat qui semble coller le mieux aux valeurs du logiciel libre, ce qui n'empêche pas les peertubers d'avoir recours à des sponsors. Et si je ne recommanderais pas Tipeee du fait des prises de position sulfureuses de ses créateurs, la plateforme Liberapay y propose une alternative libre, française et gérée par une association à but non lucratif. D'une manière générale, il pourrait donc être intéressant pour Peertube de faciliter le fait de proposer de faire des dons aux vidéastes afin d'envisager la mise en place d'un modèle économique viable pour ces derniers. Enfin, puisque la question des vues est importante et pour continuer à chercher comment améliorer Peertube, je pense que le meilleur moyen de remplacer l'algorithme qui se base en partie sur les informations envoyées par l'utilisateur pendant son passage sur le site, c'est de s'inspirer du YouTube de 2012, celui où YouTube était à la fois un site de partage de vidéos et un véritable réseau social. À l'époque, YouTube possédait, en plus de la page d'accueil de la chaîne, un feed similaire à un mur Facebook et où s'affichaient notamment, si on le souhaitait, les commentaires qu'on postait sous d'autres vidéos. Pour moi, développer la fonction réseau social de Peertube pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et de recommander du contenu serait un très bon moyen de créer de l'émulation sans avoir à espionner les gens. Vous avez donc maintenant toutes les cartes en main. D'un côté, les alternatives basées sur la blockchain, représentées par DTube et Odysee, et de l'autre, les alternatives basées sur le fait divers, représentées par Peertube. À vous de faire votre choix. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, et à la prochaine tout le monde!